Aryeh Ben Semoun, bonjour, Boker Tov et Shavua Tov. Boker Tov, Daniel. Boker Tov à tout le monde. Comment allez-vous ? Écoutez, plutôt bien, en ce beau dimanche ensoleillé à Jérusalem. Alors voilà, nous avons le plaisir de dialoguer ensemble ce matin parce que vous organisez, je vous rappelle à nos auditeurs, comme je disais tout à l'heure, que vous êtes le directeur d'Elnet Europe et que vous organisez dans le cadre de cette fonction un colloque, une conférence qui va se tenir demain durant toute la journée à Jérusalem, au Waldorf Astoria, sur les Safe et Smart Cities. Donc c'est un événement, on va dire, c'est un événement unique, hein. C'est sans précédent, c'est la première fois que vous organisez un tel événement ? Non, c'est un événement qui a déjà, qui est dans sa 3e édition. Ah, c'est la 3e édition. C'est la première fois que nous l'organisons à Jérusalem. Nous avions commencé il y a 4 ans à Tel Aviv. Parce que nous, les habitants de Jérusalem, on a l'impression qu'on ne connaît pas grand-chose en dehors de Jérusalem. Et donc, effectivement, il y avait déjà eu de ce genre de conférences. Mais cher Daniel, c'est pas faux. Je vous confirme que c'est une vraie première parce que pour la première fois, notre manifestation ne s'intitule pas simplement Safe and Smart City. Nous avons rajouté une composante au titre de notre événement et de notre manifestation. C'est Safe, Smart and Share City conférence. C'est-à-dire que nous sommes pour la première fois dans une manifestation qui, je crois, et c'est important, dans notre tradition, on dit que la 3e fois, c'est peut-être la fois la plus importante, celle qui permet véritablement d'institutionnaliser quelque chose, de la projeter dans le futur. Eh bien, c'est ce que nous faisons et nous avons choisi Jérusalem en cette année de célébration du 70e anniversaire pour le faire. Et donc, dans le cadre de cette conférence, vous allez organiser, il y aura énormément d'invités, de nombreux invités qui viennent et de France et d'ailleurs. Alors, donnez-nous un peu le topo de cette journée. Ce seront des conférences, ce seront des rencontres entre différents, on va dire, des spécialistes de l'innovation, parce qu'on parle beaucoup de ce terme, innovation, développement, créativité, modernité, haute technologie. Alors, c'est un peu un événement unique dans le sens où ce n'est pas une énième conférence sur les Smart Cities et sur l'innovation. Il y en a beaucoup et il y a d'ailleurs des conférences qui, sur ces sujets-là, sont beaucoup plus importantes que la nôtre. Ce n'est pas non plus une énième conférence sur la sécurité, comme il y en a encore aussi beaucoup. C'est une conférence assez originale et assez unique d'ailleurs dans le monde, puisqu'il n'y a pas d'équivalent au monde. Alors c'est un peu présomptueux de dire comme ça, mais je vais de suite préciser des raisons qui font que c'est un événement unique. C'est le seul événement qui concerne directement les décideurs politiques, les business leaders et les innovateurs. Ce n'est pas une manifestation tournée vers le grand public, ce n'est pas un salon, ce n'est pas une foire d'exposition. C'est vraiment un événement très concentré, très focus sur la capacité de faire dialoguer ensemble les décideurs politiques qui sont les donneurs d'ordre en quelque sorte, les industriels, les grandes entreprises qui fournissent les services et les innovateurs, c'est-à-dire le monde de l'innovation et des startups. C'est de créer un nouvel écosystème dans lequel ces personnes-là peuvent dialoguer, peuvent se rencontrer, peuvent échanger et peuvent surtout créer un lien particulier pour faire en sorte que nous puissions avancer vers ce monde nouveau qui est là, qui est déjà arrivé d'ailleurs. Hein, il n'est pas pour demain, il est déjà pour aujourd'hui, et faire en sorte que nous soyons capables de mettre l'intelligence de l'innovation au service de la sécurité au service de l'innovation, pour créer un 3e paramètre que les Américains appellent de Inclusive Society, c'est-à-dire la société inclusive, on pourrait le dire comme ça, ce que nous avons appelé de Shared City, la cité partagée, la ville dans laquelle on va remettre la dimension humaine au cœur d'un environnement où elle semble avoir disparu. Et si certains ne s'en rendent pas compte, eh bien, la réalité, c'est que nous allons vers un monde dans lequel la ville va devenir monstrueuse et inhumaine, parce que le lien social est en train de se dégrader, parce que les êtres humains que nous sommes, les citoyens que nous sommes, sont en train de perdre le contrôle de nos propres vies, parce que face à la révolution de l'innovation, notamment de l'innovation digitale et biologique, on voit bien que l'humain est en train de laisser la place à une intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous fait un peu rire et peut-être parfois fantasmer, mais il ne faudrait pas
que les algorithmes, comme le dit Yuval Noah Harari dans son dernier opus 21 leçons pour le 21e siècle, que les algorithmes prennent le pouvoir et finalement finissent par nous rejeter en dehors de notre sphère naturelle de responsabilité et que nous nous trouvions dépossédés par une forme de dictature digitale qui pourrait demain transformer complètement nos existences. Donc l'enjeu, il est là. L'enjeu est colossal et considérable et c'est vraiment de cela dont nous voulons, dans le cadre de cette conférence, pouvoir parler avec les décideurs politiques, les chefs d'entreprise et surtout ceux qui sont au cœur de l'innovation. Alors, lorsque vous nous expliquez cela de cette manière, on comprend bien pourquoi vous avez fait ça à Jérusalem, parce que Jérusalem, vous le savez, c'est la ville chez Khoubra la Yardav qui rassemble les individus. Exactement. Et quelque part, il est important d'insister sur les individus plutôt que, on va dire, sur l'enveloppe technique et technologique qui peut entourer même la ville de Jérusalem, parce qu'il y a de la technologie aussi, de la haute technologie aussi dans Jérusalem. Alors, quels sont les intervenants, les personnalités qui vont prendre part à ce colloque et comment vous les avez choisis? Alors justement encore, vous parlez de Jérusalem et la raison pour laquelle nous sommes à Jérusalem, c'est bien sûr d'abord parce que notre manifestation s'inscrit dans le cadre des célébrations du 70e anniversaire, que nous sommes un événement de la saison croisée France-Israël. Je pense que les auditeurs de Kalita en ont entendu parler. Oui, la saison croisée, la fameuse, voilà, qui est un programme qui a été développé par le gouvernement israélien et le gouvernement français pour célébrer ensemble, au travers de l'art, la culture et aussi l'économie et l'innovation, l'anniversaire d'Israël. Donc c'est un beau moment aussi, c'est un moment diplomatique important. Et je rappelle quand même qu'Elnet est une organisation qui travaille à renforcer le lien stratégique, politique et diplomatique entre les pays européens et Israël. Donc tout cela est connecté. Et Jérusalem encore, bien sûr la capitale d'Israël, et ça c'est pour les raisons que je viens d'indiquer, mais c'est que quand on parle de la Startup Nation, il faut comprendre qu'il y a deux capitales de la Startup Nation. Pour l'innovation technologique, c'est incontestablement Tel Aviv, en nombre de start-up, en dynamique, en tout ce que vous voudrez. Bien que Jérusalem soit aussi une ville de start-up et une ville d'innovation, je rappelle quand même que c'est le lieu où siège la grande société Mobileye, qui est leader mondial dans ce qu'on appelle la Smart Transportation. Mais Jérusalem, c'est une autre capitale. C'est la capitale de ce que l'on appelle l'innovation sociale, et ça rejoint ce que nous disions il y a quelques instants. C'est chez Khoubra la Yardav, c'est-à-dire cette ville qui rassemble, cette ville qui est un laboratoire de l'innovation sociale, qui fait se rencontrer les gens, qui fait se connecter différents groupes de personnes que d'aucuns pourraient considérer qu'ils sont inconciliables, voire irréconciliables. Or, ce n'est pas le cas. Jérusalem fait ce miracle au quotidien de faire vivre tout le monde ensemble, et c'est un modèle pour l'ensemble des sociétés qui doivent s'inspirer de ce que Jérusalem fait en matière de inclusive city, en matière de ville partagée, en matière de lieux de convivialité, et non pas de vivre ensemble, comme je l'entends souvent, parce que le vivre ensemble ne veut strictement rien dire, mais de ville où on défend la paix civile et où on renforce le lien social. Alors je reviens aux participants. Voilà. Alors, sur le papier, déjà, je dois dire que cette conférence est déjà un succès. Nous avons 450 inscrits. Nous avons plus de 280 entreprises françaises, européennes, israéliennes, qui sont présentes et représentées à cet événement. Donc déjà, pour vous dire que l'essentiel du public, c'est un public de décideurs, à la fois dans le domaine économique, dans le domaine industriel, dans le domaine de l'innovation et dans le domaine politique. Nous avons bien sûr pratiquement toutes les grandes villes d'Israël qui sont là. Nous avons aussi beaucoup de représentants de collectivités locales françaises, Nice, Marseille, Toulouse, Paris, Nevers, Lyon, et beaucoup d'autres personnalités qui se sont agrégées aussi à cet événement. 58 intervenants, pas moins. 58 intervenants. Ça peut paraître énorme, c'est énorme, c'est très important, mais tout ça pour dire que ce qui va se passer demain n'est pas une conférence ordinaire. Dans les conférences ordinaires, vous êtes habitués à voir séquencer un certain nombre de ce qu'on appelle des tables rondes ou des panels. Ça ne sera pas le cas demain. Demain, c'est une réunion où nous allons organiser une sorte de chorale.
les gens ont entendu parler des films chorales. Les films chorales sont des films où les scènes s'entrecroisent, où les acteurs sont nombreux et où finalement, ce que l'on ressent, c'est l'effet choral, comme lorsque l'on entend une chorale, c'est-à-dire ce mélange des voix, ce mélange des sons qui crée une harmonie. Donc demain, il y aura un grand nombre d'interventions, de présentations, de keynotes qui vont s'entrecouper, s'entrecroiser pour essayer de donner cette dimension du sujet dont nous sommes en train de parler. Donc évidemment, pour ceux qui ne seront pas présents, nous allons filmer, nous allons enregistrer, nous allons monter tout cela et nous essaierons de restituer la force de cet événement. Et donc il y a beaucoup de gens, ça va de Erel Margalit, le patron de JVP, l'ancien député travailliste. L'ancien député travailliste qui est aujourd'hui un des leaders mondiaux des fonds d'investissement, puisque son fonds d'investissement est le 10e fonds d'investissement au monde, ce qui quand même donne une certaine perspective. Des gens comme Eli Alalouf, le député à la Knesset, qui est le président du groupe d'amitié Israël-France, mais c'est également le chantre de l'action sociale. Et David Harari. David Harari, le pape de l'innovation, Yossi Vardi, beaucoup de start-up seront présentes. Et donc également des invités de France qui sont là. Oui, des invités de France. Je rappelle que cette manifestation se fait en partenariat avec la région PACA, dirigée par et la ville de Nice, dirigée par notre ami Christian Estrosi. Alors, il n'est pas lui-même présent aujourd'hui, mais une délégation de 20 responsables politiques de la région PACA. Il y a plusieurs députés, quoi. Urbaine de Nice. Il y a plusieurs députés, il y a des sénateurs. Il y a quelqu'un que l'on connaît bien, comme Gilles Cavreul, qui a été le délégué interministériel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Là aussi, c'est pour connecter les sujets qui sont en rapport avec le monde de l'innovation, avec le monde également de ce que je disais tout à l'heure à propos du partage de valeurs, et c'est important de voir comment les villes vont évoluer dans ce domaine-là. Alors une dernière question, Arié, vous qui avez l'habitude régulièrement de venir en Israël avec des responsables politiques français et même peut-être même européens, il y a toujours une question qui nous interpelle lorsque l'on parle de relations entre la France et Israël, entre l'Europe et Israël. On a l'impression qu'alors que des pays et que l'on lit cela à l'innovation, on a l'impression que lorsque des pays émergents comme la Chine, comme l'Inde, pas des petites nations, des sous-continents comme la Chine et l'Inde, développent leurs relations avec l'État d'Israël, ils le font de manière totalement décomplexée et ils mettent de côté la problématique du conflit israélo-palestinien. Or, l'Europe, on a l'impression que c'est très difficile de dissocier les deux. Lorsque l'on parle de haute technologie, quelque part, il y a toujours en toile de fond la problématique du conflit israélo-palestinien et cette tension qui pourrait influer sur les relations commerciales et le développement et justement l'apprentissage de cette innovation israélienne. Vous le sentez, vous le sentez et vous essayez d'y remédier lorsque vous invitez des personnalités françaises en Israël ? Alors, ce que vous dites, Daniel, n'est pas faux, mais n'est pas vrai. D'abord parce qu'il faut rappeler que l'Europe est de loin le premier partenaire économique d'Israël. C'est vrai, alors, oui. Ça, les gens ne le savent pas. Bien sûr. Les gens ne se rendent pas compte que le marché, le trade entre Israël et l'Europe, quand je dis l'Europe, c'est l'ensemble des pays européens, est plus important que celui qui existe entre Israël et les États-Unis, entre Israël et la Chine, entre Israël et l'Inde. Donc l'Europe, c'est le premier partenaire économique d'Israël. Ça veut dire mais en même temps, vous avez raison parce qu'il y a un paradoxe. Le paradoxe, c'est que le business va bien entre l'Europe et Israël. Il ne cesse de se développer. Il ne cesse de s'améliorer. Et que ce soit sur les questions liées à l'innovation ou sur le commerce traditionnel, l'Europe, c'est le backdoor d'Israël, c'est la porte d'à côté. Et il y a une activité économique qui ne cesse de se renforcer. Et d'ailleurs, quand on regarde sur le bilatéral ou le multilatéral entre les pays européens et Israël, la relation est plutôt bonne, pour ne pas dire même très bonne. Quand on parle avec les responsables politiques s'agissant de la relation avec Israël, la relation est excellente. Les groupes d'amitié entre tous les pays européens et Israël fonctionnent à merveille, les délégations se succèdent. L'image d'Israël dans le monde politique en France et en Europe a beaucoup évolué et mais pourtant, l'Europe reste coincée dans des poncifs qui semblent dépassés.
et c'est là où je parle du paradoxe, il y a une différence entre le mainstream des courants politiques européens. Alors je mets de côté les agités d'extrême gauche, je mets de côté les ennemis irréductibles d'Israël, tout ça c'est anecdotique, on en parle beaucoup et un peu trop sur les réseaux sociaux, mais ça n'est pas révélateur de la réalité. En revanche, là où il y a un problème, Daniel, et là où vous avez absolument raison, il y a dans le logiciel des institutions politiques européennes quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui ne passe pas dans la relation avec Israël. Et là, il y a un bug. Il y a de temps en temps les fils qui se touchent, comme on dit, et qui provoquent des courts-circuits. C'est vrai que, s'agissant d'Israël, l'Europe a des relations, l'Union européenne, hein, là je parle des institutions de Bruxelles, je parle de la technostructure, je parle de la dimension mais politique, pas au sens large, mais politique au sens étriqué du terme, mais des conditions au développement de la relation avec Israël, et c'est unique d'ailleurs. L'Europe ne fait ça avec aucun autre pays au monde. Il n'y a qu'avec Israël que la relation avec Israël, la relation politique au niveau européen, est conditionnée par l'avancée de la relation avec les Palestiniens. C'est absolument aberrant. En revanche, la collaboration de l'Europe avec les Palestiniens n'est conditionnée par rien. Ni par l'éducation à la haine, ni par le financement du terrorisme, ni par la corruption, ni par les droits de l'homme qui sont inexistants. Donc il y a là quelque chose qui est absolument insupportable, qui est injuste, qui est mortifère, et je veux vous dire pour qui? Pas pour Israël, pour l'Europe elle-même. Ben oui. Parce que l'Europe est en train de crever de ce poison qu'elle n'arrive pas à évacuer, qui vient du fond des âges, comme je pourrais le dire comme ça, et qui crée ce paradoxe. Mais nous sommes en train, quand je dis nous, c'est un nous très inclusif, hein, c'est tout le monde, c'est Israël d'abord, par ce que Israël représente de plus en plus, qui conquiert des parts de marché, qui conquiert l'esprit, qui conquiert l'âme, le cœur d'un nombre de plus en plus important de gens. Ne restons pas focalisés sur les grincheux qui donnent justement cette mauvaise image, mais qui n'est pas représentative. Ils sont en fin de course. Ça ne veut pas dire que c'est fait pour demain matin. Ça veut dire que la mécanique qui est en marche, c'est-à-dire que le trend sur lequel nous sommes, la pente sur laquelle nous sommes, c'est une pente qui va dans l'idée d'un renforcement très significatif de la relation entre l'Europe et Israël. Mais il faut sortir ce bug. Le système, il est vérolé là. Il va falloir, et là aussi c'est un travail. Et je suppose que Elnet dans son action œuvre aussi là-dessus. Mais c'est l'essentiel de notre travail, mon cher Daniel. Oui. Tout ce que nous faisons est pensé par rapport à cette démarche, à cette dimension. Et plus nous amenons de responsables politiques en Israël, qui ne connaissaient pas Israël, qui découvrent Israël, qui comprennent Israël, et vous savez, quand on découvre, il n'y a rien de mieux que les visites sur place. Quand on comprend Israël, eh bien, on finit par aimer Israël. Parce que la réalité est plus forte que tous les mensonges. Et les mensonges, il faut les déconstruire. Les narratifs fallacieux, il faut les faire passer. Et substituer à cela quelque chose de nouveau. Et c'est ce quelque chose de nouveau que nous faisons depuis une dizaine d'années, nous et d'autres, mais qui n'a pas été fait pendant 40 ans, pour toute une série de raisons bonnes et mauvaises. C'est l'histoire de l'Europe, c'est l'histoire des communautés juives, c'est la relation tellement particulière entre l'État d'Israël qui finalement représente une partie du rêve européen. C'est l'idée du sionisme politique est née en Europe, est née à Paris, est née dans le contexte de l'affaire Dreyfus, et en même temps est née avec ce que le rêve européen avait de meilleur. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc je crois que nous sommes à la veille d'une rencontre parmi beaucoup d'autres, mais qui fera date et qui porte en elle finalement le germe, la graine de ce renouveau de la relation entre l'Europe et Israël à tous les niveaux, et notamment au niveau politique que vous venez d'indiquer. Et cette aberration-là, cette espèce d'archaïsme politique doit laisser la place à une autre objectivité, c'est ce à quoi nous travaillons. Merci beaucoup Aryeh Ben-Semoun d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita, et bonne chance pour cette conférence des Smart et Safe City avec donc cette notion de partage que vous nous avez expliqué tout à l'heure. Merci et bonne chance pour cette conférence demain. À bientôt et Be'atzlacha. Merci Daniel, Shabbat Tov.